Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 21h à Paris. À la une de l'actualité, Joe Biden a annoncé des sanctions à l'encontre de plusieurs hauts responsables russes, dont le chef des services de sécurité, en réponse à l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, l'opposant à Vladimir Poutine. Ces premières sanctions sont prises en coordination avec les Européens. Emmanuel Macron s'est entretenu ce soir en visioconférence avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. C'est la première fois que les deux dirigeants se reparlaient depuis septembre, après des mois de vives tensions. Erdogan a évoqué une coopération au sérieux potentiel entre les deux pays. Les désaccords sont nombreux dans les dossiers comme la Libye ou encore la Syrie. On en parlera avec Denise Hunal, économiste et rédactrice en chef du Panorama au CEPI. Serge Gainsbourg est mort il y a 30 ans, jour pour jour, à l'âge de 62 ans. Artiste, génie, provocateur, sa vie et son œuvre sont inséparables de Paris, où il a grandi. Son hôtel particulier de la rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement, deviendra un musée qui devrait ouvrir cet automne. Sans doute un marqueur dans la diplomatie de Joe Biden à l'égard de la Russie. Son administration a annoncé des sanctions à l'encontre de plusieurs hauts responsables russes, dont le patron des services de sécurité et le procureur général de Russie, en réponse à l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, l'opposant à Vladimir Poutine, emprisonné. Ce sont les premières sanctions contre la Russie de l'administration Biden. Elles sont prises en coopération avec les Européens. Mathieu Mabin à Washington. La politique de Joe Biden à l'égard de la Russie est au moins dans le ton plus sévère que celle de son prédécesseur. Parmi les figures de l'administration Poutine, vous l'avez dit, ces figures visées par les sanctions, on trouve Alexander Bortnikov, le patron du puissant FSB, les services de renseignement russes. Or, on connaît la filiation de Vladimir Poutine avec l'ex-KGB. La mesure ne laissera donc pas le numéro 1 russe indifférent, c'est certain. Mais le chef du renseignement n'est pas la seule figure visée par les sanctions. 7 personnages de haut rang et 14 hommes d'affaires liés au Kremlin sont également dans la charrette. On y trouve notamment Alexander Bastrykine, le président du comité d'enquête de la Fédération de Russie, mais aussi Igor Krasnov, le procureur général, vous l'avez dit, Viktor Zolotov, commandant la garde nationale, ou encore le chef des services pénitentiaires russes, particulièrement impliqué dans le dossier. Pour ce qui est de la nature même des sanctions, on ne parle ici à Washington que du gel des avoirs des intéressés aux États-Unis, ce qui soulève d'ailleurs une question, pourquoi des représentants de haut rang de l'administration russe possèdent-ils des biens aux États-Unis? La question reste absolument ouverte. Mais concrètement, même si le geste diplomatique est extrêmement fort, il ne doit pas nous éloigner d'une réalité. L'administration Biden doit maintenir une relation diplomatique coûte que coûte, quasi permanente avec Moscou, ne serait-ce que pour faire face à la principale menace qui préoccupe les deux capitales. L'influence grandissante de la Chine, évidemment, dans leurs zones d'influence respectives. Car concrètement, sans un dialogue entre Joe Biden et Vladimir Poutine, il n'y a aucun espoir de voir naître le seul axe qui puisse faire face aux géants chinois, un axe entre Moscou et Washington et qui passe par l'Europe. Le Kremlin a affirmé qu'il allait réagir. Correspondance Léo Vidal-Giraud à Moscou. En Russie, on a pris la nouvelle avec une certaine lassitude, on affiche même une forme de mépris, en fait, surtout en ce qui concerne l'Union européenne. On se souvient de l'épisode de la visite catastrophique de Joseph Borrell en Russie en février dernier. Depuis cet épisode-là, le mot d'ordre à Moscou, c'est on fait une croix sur les relations avec l'Union européenne en tant qu'interlocuteur, on n'en attend plus rien de bon. Et donc en Russie, on souligne surtout le côté symbolique de ces sanctions, des sanctions qui sont uniquement personnelles, qui touchent, donc je l'avais dit, des hauts fonctionnaires, des militaires, des gens qui déjà n'avaient pas d'argent à l'étranger, qui ne voyagent pas. Donc ces sanctions qui les vivent, qui sont des saisies d'avoir, des interdictions de visa, dans les faits, ça ne changera pas grand-chose. Un député russe qui a commenté « Nous ne sommes pas choqués, c'était prévisible, c'était attendu ». Alors avec les sanctions américaines en particulier, la rhétorique est un petit peu plus dure. Il est question de sanctions inacceptables, il est question de dépasser toutes les bornes, même si on reste une fois de plus dans une rhétorique assez classique en réaction aux sanctions. Et puis évidemment, que ce soit avec l'Union européenne ou avec les États-Unis, on promet une réponse, des contre-sanctions qui viseraient les personnes qui ont décidé de mettre en place ces premières sanctions. Une riposte qui pourrait d'ailleurs ne pas être proportionnée. Emmanuel Macron s'est entretenu ce soir en visioconférence avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. C'est la première fois que les deux dirigeants se reparlaient depuis le mois de septembre, après de vives tensions. Erdogan a évoqué une coopération
au sérieux potentiel entre les deux pays. Les accords, vous le savez, sont nombreux dans les dossiers comme la Libye, la Syrie, la Méditerranée orientale ou encore l'influence turque sur l'islam de France. On en parle avec Denise Hunal, elle est économiste et rédactrice en chef du Panorama au CEPI. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Début février, Emmanuel Macron s'est dit très heureux du changement de ton du président turc. Le président turc, manifestement, a évoqué une coopération au sérieux potentiel entre la France et la Turquie. Est-ce qu'effectivement, il y a un changement de ton et pourquoi ? Eh bien, ça vient des élections américaines. Il y a un changement de ton très important de la part d'Erdogan depuis que Biden a accédé au pouvoir et a remis un peu au goût du jour les anciennes relations qui passaient surtout par la diplomatie et non pas par un langage guerrier. Emmanuel Macron espère obtenir, en tout cas c'est ce qu'il a dit, des résultats en Syrie, le retrait des troupes turques en Libye ou encore au Karabakh. C'est ce qu'il a dit lors d'une vidéoconférence avec l'Atlantic Council. Comment va évoluer véritablement cette relation entre la France et la Turquie ? Est-ce que Erdogan va donner des gages à Emmanuel Macron ? Je ne sais pas s'il va le faire effectivement, mais la Turquie est dans une situation difficile. Ce n'est pas du tout comme la Russie. La Turquie, en cas de sanctions économiques qui risquent de tomber aussi bien de la part des Américains sur un contentieux d'achat d'armement russe, que de la part de l'Union européenne au sujet des problèmes en Méditerranée, elle peut subir des sanctions. Or, l'économie turque est dans un moment actuellement assez fragile et a besoin d'un climat pour le moins apaisé avec l'Union européenne, son premier partenaire. Et la France a montré beaucoup plus de résistance par rapport aux actions turques jusqu'à présent au sein de l'Union européenne par rapport à l'Allemagne. Donc, la France est un partenaire en ce moment stratégiquement important parce qu'au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, elle fait face à la Turquie. Donc il va y avoir, vous pensez, vraiment un changement du côté de Erdogan ? Eh bien, il est possible qu'il y ait des changements dans le langage et qu'il y ait un retour de la diplomatie dans les relations entre les deux pays. Mais dans le fond, quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur même de la Turquie, où le pouvoir va de plus en plus vers une polarisation du pays avec des problèmes au niveau des droits de l'homme et là-dessus maintenant donc le discours américain a changé et l'Europe sans doute va revenir à la charge. Je ne sais pas comment Erdogan va pouvoir faire l'équilibre entre sa politique interne et sa politique extérieure. En quoi véritablement la politique de Joe Biden a changé à l'égard de la Turquie par rapport à celle de Donald Trump ? On a bien senti, déjà même en Europe même, au sein même de l'OTAN, les États-Unis ont laissé très seuls leurs alliés. Peut-être qu'ils ne vont pas revenir comme avant dans le jeu, mais ne serait-ce que dans le langage, c'est différent et on essaie de parler et de ne pas avoir un discours conflictuel, un discours guerrier. Or, la Turquie maintient encore ce discours guerrier à l'intérieur du pays, si j'ose dire, enfin le pouvoir par rapport à ses propres ressortissants. Mais donc à l'extérieur, vu qu'un très grand acteur se retire du même jeu qu'Erdogan, ça change la donne. Donc on peut plus venir à des relations à l'européenne. Et je crois que le rôle de la France sera important là-dessus. Et en particulier, peut-être, elle commencera à peser aussi bien que les Allemands qui menaient une politique très équilibrée entre la Turquie et les autres partenaires de l'Union européenne. Oui, mais Emmanuel Macron a dit qu'il voulait des résultats sur justement le retrait des troupes turques en Libye, par exemple. Enfin, il demande tout de même des résultats. Est-ce qu'il va les obtenir de la part de Erdogan ou du retrait d'ailleurs des troupes
donc de Libye, de Syrie, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Non, honnêtement, je ne pense pas que ni la Turquie ni la Russie se retirent de la Libye. En revanche, avec le nouvel homme au pouvoir en Libye, qui est aussi quelqu'un qui est assez pro-turc, je crois, mais qui aussi en même temps veut entretenir de bonnes relations avec l'Union européenne, il y a une marge de manœuvre à faire pour que tous les pays puissent s'entendre. La Turquie sera sans doute plus enclin à considérer les positions européennes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Denise Unal, économiste et rédactrice en chef de Panorama du CEPI. Et en Allemagne, Reporters sans frontières a déposé une plainte pour crime contre l'humanité visant Mohamed Ben Salman pour sa responsabilité dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. L'ONG accuse le prince héritier d'Arabie Saoudite de persécution généralisée et systématique des journalistes. Une trentaine sont d'ailleurs emprisonnés. Théa Bazdarevic. Mohamed Ben Salman répondra-t-il un jour de crimes contre l'humanité ? Reporters sans frontières l'espère. L'ONG a déposé une plainte en Allemagne contre le prince héritier saoudien. Enquête à l'appui, elle accuse le sulfureux numéro 2 du royaume de persécuter les journalistes dans son pays. Et elle vise un crime contre l'humanité, ce qui est une incrimination extrêmement forte, mais qui s'applique à la réalité de la politique d'État menée contre les journalistes en Arabie Saoudite, avec assassinat, celui de Jamal Khashoggi, et détention arbitraire, persécution. Selon RSF, 34 journalistes sont actuellement emprisonnés en Arabie Saoudite. C'est le nombre le plus élevé au monde après la Chine. La plainte vise aussi 4 autres figures saoudiennes influentes comme l'ex-bras droit de Mohamed Ben Salman ou l'ancien consul général à Istanbul. La semaine dernière déjà, Washington rendait public un rapport de la CIA. Rapport accusant officiellement le prince héritier d'avoir commandité l'assassinat en 2018 du journaliste et critique du pouvoir Jamal Khashoggi. Dès lors, des sanctions fortes étaient attendues, mais elles tardent à venir. Aujourd'hui, les critiques fusent de toutes parts, aux États-Unis comme au sein des instances internationales. Il est extrêmement problématique, à mon avis, voire dangereux, de reconnaître la culpabilité de quelqu'un et de lui dire ensuite « nous ne ferons rien ». Mohamed Ben Salman a toujours nié toute implication dans cette affaire. Riyad affirme que le crime a été commis par des agents saoudiens ayant agi seuls. 8 personnes ont été condamnées par la justice du pays à l'issue d'un procès opaque. En Birmanie, les tensions sont toujours aussi vives. Dans le nord-ouest du pays, à Calais, la police a ouvert le feu sur la foule. Bilan, une vingtaine de personnes blessées, dont 3 grièvement. Les arrestations se multiplient. L'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, a exhorté la junte à libérer Aung San Suu Kyi et à mettre fin à la répression. Théa Bazdarevic. Dans une ambiance de sauve qui peut, ces manifestants tentent d'échapper au gaz lacrymogène des forces de l'ordre. Ces scènes d'affrontements sont devenues quotidiennes en Birmanie et les contestataires répliquent avec les moyens du bord. Ici, des pots de bananes jetés en direction du camp adverse. La répression en marche ne semble pas les effrayer. Elle s'intensifie pourtant. À Calais, dans le nord-ouest du pays, une vingtaine de personnes ont été blessées. 3 sont dans un état grave. Plusieurs témoignages font état de tirs à balles réelles. À Rangoon, la capitale économique, les forces de l'ordre ont également ouvert le feu sur un groupe de manifestants non armés. Au total, selon les ONG, une trentaine de personnes ont déjà perdu la vie depuis le début du soulèvement populaire contre la junte au pouvoir. 18 rien que ce week-end d'après l'ONU. Des violences qui font réagir la communauté internationale. We condemn Burmese security forces' brutal killing of unarmed people, its attacks on journalists and activists, and ongoing unjust detentions. If the Burmese military refuses to restore the democratically elected government and to cease this abhorrent violence against peaceful demonstrators, there will be additional measures forthcoming from the United States. À la pression américaine s'ajoute celle de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Ses membres s'entretiennent ce mardi par visioconférence avec des représentants de la junte militaire birmane pour tenter de trouver une sortie de crise. Certains d'entre eux critiquent désormais ouvertement la junte au pouvoir. L'Indonésie, poids lourd de l'ASEAN, appelle de son côté au retour de la démocratie en Birmanie.
En Europe, 2 pays voisins affichent de tristes records face au Covid-19. La République tchèque a le plus fort taux d'incidence de Covid-19 de l'Union européenne et la Slovaquie a le taux de mortalité le plus élevé. À Prague comme à Bratislava, la riposte face à la pandémie tente de s'organiser. Axel May. Il y a un an, alors que l'Europe subissait de plein fouet la première vague, la République tchèque était plutôt épargnée par la pandémie. Ce n'est plus le cas et le gouvernement multiplie les mesures de restriction et de prévention pour tenter d'endiguer des contaminations en hausse exponentielle. Le pays a le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas, le plus élevé de l'Union européenne. Plus de 1100 cas pour 100 000 habitants sur 14 jours, c'est près de 3 fois plus qu'en France et 10 fois plus qu'en Allemagne. Cette semaine, sont de nouveau instaurées des mesures de restriction des déplacements, tandis que les entreprises vont devoir tester leurs employés. À partir de ce mercredi, il sera obligatoire pour les employeurs de plus de 250 salariés de faire des tests antigéniques. Les entreprises de plus de 50 salariés vont aussi être concernées. D'ici 2 semaines, ce sont plus de 2 millions d'employés qui devraient avoir été testés. La campagne de vaccination se poursuit également, mais trop lentement. Prague veut se tourner vers le vaccin russe, même s'il n'est pas encore homologué par l'Union européenne. Un pas franchi par le voisin slovaque qui enregistre le taux de mortalité le plus élevé de l'Union européenne. Les premières doses du vaccin russe viennent d'être livrées. Je ne vois aucun problème à être vacciné par n'importe lequel des vaccins autorisés en Slovaquie, y compris le Spoutnik. Avant la Slovaquie, un autre pays de l'Union européenne avait décidé de recourir au vaccin russe, la Hongrie. Dans l'actualité, le puissant gouverneur de New York, Andrew Cuomo, sur la sellette. Plus de 3 ans après MeToo, la pression monte. Après les mises en accusation d'une ancienne conseillère économique, d'une ancienne collaboratrice, et bien une 3e femme qui n'a jamais travaillé avec lui a affirmé au New York Times qu'il l'avait choquée en voulant l'embrasser contre son gré lors d'un mariage en 2019. Le gouverneur de New York est déjà mis en difficulté pour avoir minimisé, peut-être délibérément, le nombre de morts du Covid dans les maisons de retraite de cet État. Andrew Cuomo a recruté un avocat pénaliste de renom pour représenter son bureau dans cette enquête fédérale. Serge Gainsbourg est mort il y a 30 ans, jour pour jour, à l'âge de 62 ans. Grand artiste, génie, provocateur, sa vie et son œuvre sont inséparables de Paris, où il a grandi, des quartiers populaires, à son hôtel particulier du 5 bis rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement, recouvert de graffitis, de dessins et de messages de fans. Ce lieu va devenir un musée qui devrait ouvrir cet automne. Gainsbourg et son Gainsbourg vont rejoindre Paris. Serge Gainsbourg a-t-il vraiment jamais quitté la capitale? Il y voit le jour, et c'est dans les quartiers populaires du 20e puis du 9e arrondissement que le petit Lucien Gainsbourg grandit. Et déjà la chanson le guette. Le brillant écolier rencontre dans la rue Fréhel, l'une des grandes voix de la chanson française. J'ai lu l'amour. Et un jour, je reviens de l'école communale avec la croix d'honneur. Et Fréhel est là. Elle me passe la main dans les cheveux. Elle me dit, toi, t'es un bon petit gars. T'as été bon à l'école, viens. Je t'emmène au bistrot. Son père pianiste le pousse vers une carrière de peintre. Mais aux Beaux-Arts, il préfère la chanson et remplace son père au piano au cabaret de Madame Arthur, rue des Martyrs, près de Montmartre. Inspiré par Boris Vian, le jeune homme commence à interpréter ses propres textes dans les cabarets parisiens. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changer à l'opéra. Sa carrière rencontre un succès rapide. Gainsbourg compose dans les hôtels, les bistrots et se nourrit de la vie nocturne. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Son itinéraire parisien s'arrête longuement sur la rive gauche. Il y danse avec Juliette Gréco, y écrit plusieurs chansons. De la rue Bronx, si vous frappez à la porte. Il passera ses dernières années rue de Verneuil dans le 6e arrondissement. Son hôtel particulier a été conservé en l'état par sa fille. Serge Gainsbourg repose maintenant au cimetière du Montparnasse auprès de ses parents.